2020, un facilitateur s'est forcément demandé comment j'adapte la facilitation à distance. Certes, ce n'est pas radicalement différent, toutefois, on est d'accord qu'il faut bien s'adapter. Je vous propose donc de balayer les principaux points de départ d'une facilitation pour appréhender comment l'adapter à distance. Déjà sur le rôle du facilitateur. Classiquement, une facilitation en chair et en os, on a l'habitude de synthétiser le rôle du facilitateur en 3 parties. La partie organisation, la partie animation et la partie challenge de la réflexion. Et en présentiel, il y a un bon équilibre entre ces 3 rôles qui sont tous aussi importants. Quand on est à distance, les 2 premiers deviennent prépondérants. Il faut d'abord s'assurer qu'on est parfaitement au carré sur l'organisation et l'animation. C'est là où le public sera le plus en difficulté, avant de pouvoir se payer le luxe, entre guillemets, d'aller prendre du temps pour aller challenger la réflexion et à accompagner les participants dans le fond de leur travail. C'est pour cette raison qu'on recommande souvent d'intervenir à un duo de facilitateurs, avec un chatmaster qui va pouvoir décharger la partie organisation et animation technique pour que le facilitateur principal se concentre davantage sur la partie challenge de la réflexion. Globalement, quand vous allez préparer un atelier, quand vous êtes en présentiel, votre contrainte d'organisation, en général, c'est quoi? C'est une contrainte d'espace. Est-ce que j'aurai le lieu suffisant? Est-ce qu'on aura l'espace de créer des sous-groupes? Est-ce que l'espace sera bien disposé, à sonoriser, etc. Très bien. À distanciel, c'est pas du tout cette contrainte que nous avons. Mais il y a une autre contrainte qui apparaît, la contrainte de temps. Alors certes, elle existe déjà quand on est en présentiel, mais elle est plus prégnante à distance. Les choses prennent plus de temps. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte quand on anime à distance. Toujours dans votre temps de préparation, vous allez avoir du matériel à préparer, bien sûr des supports de travail. Alors, en présentiel, vos supports de travail, le plus classique qui soit, ce sont des feuilles de paper sur lesquelles on va écrire, des post-it, des feutres, ok. Quand on est à distance, c'est la même chose mais en représentation numérique. Donc c'est quoi? C'est des interfaces numériques. Et bien sûr, pour le facilitateur, vous à côté, vous avez une liste des participants pour vous symboliser le cercle des participants de manière fictive, pour pouvoir suivre justement les passages de parole, la circulation de la parole. Ça, c'est un petit détail qui compte. Les temps de démarrage dans un atelier, quand on est en présentiel, on démarre direct, pas besoin de temps préliminaire, si ce n'est l'introduction classique, le sujet, comment ça va se passer, etc. Ça, c'est la même chose à distance. Mais la nuance, quand on est à distance, c'est qu'il faut se rajouter un timing au démarrage pour la prise en main des outils qu'on utilise. L'outil de visio, l'outil de support de travail, éventuellement si on en utilise un. Et là-dessus, une bonne vingtaine de minutes au démarrage me paraît vraiment nécessaire. Autre aspect, quand on anime un atelier collaboratif, c'est le groupe qu'on réunit bien sûr. Et donc la taille du groupe. Quand on veut faire de la vraie co-construction, on ne peut pas être trop nombreux, mais il faut quand même être un certain nombre pour allier diversité des points de vue, donc richesse, mais aussi fluidité, facilité de la prise de parole. Quand on est en présentiel, on vous recommande une taille de sous-groupe de 6 à 8 personnes. Et puis au maximum, ne pas dépasser 12 personnes selon les différentes modalités qu'on peut avoir. Alors qu'à distance, cette taille de groupe peut forcément diminuer un petit peu. Parce que les choses sont un peu plus compliquées, on va pas se le mentir, à distance. Alors quoi? Alors la taille idéale, selon nous, c'est 4 à 6 personnes pour composer un groupe de travail. Au-delà de ça, on vous recommande de diviser en 2 sous-groupes. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit maximum 12 personnes pour arriver à 2 sous-groupes de 6 maximum. Bien sûr, on pourrait augmenter ce nombre avec un premier levier qui serait venir à plusieurs facilitateurs. Mais voilà, l'effectif maximum pour un facilitateur, c'est donc 12 personnes en présentiel et 8 seulement en distanciel. Pourquoi on diminue à 8 en distanciel pour un effectif maximum pour un facilitateur? C'est parce que, avec les difficultés techniques que pourront avoir potentiellement certains participants, vous aurez du mal à être au four et au moulin. Souvenez-vous ce que je vous disais au début, le rôle du facilitateur, c'est d'abord un temps qui est très accaparé pour tout ce qui est organisation et animation. Donc on évite de rameuter trop de participants pour ça. Quand vous avez un groupe qui est trop nombreux pour rester en permanence en un seul sous-groupe, quand par exemple ils ne sont pas que 4 mais ils sont plus nombreux que ça, comment ça se passe? En présentiel, vous avez sûrement l'habitude d'alterner le 1 plusieurs tous, vous savez, seul le temps de réflexion individuelle, en sous-groupe des temps d'échange privilégiés, et ensuite on se réunit tous ensemble en plénière pour faire les restitutions, la synchronisation entre les différents sous-groupes. Et quand on est à distance, c'est exactement le même principe qui peut s'appliquer, et dans sa version la plus simple, c'est que les sous-groupes, ce soient uniquement des sous-groupes de 2 personnes, autrement dit des binômes.
Parce qu'en binôme, c'est très facile de leur demander de décrocher leur téléphone et de s'appeler pour un petit temps d'échange privilégié à deux avant de se réunir sur la visio en plénière. Après, si vous voulez faire des sous-groupes à plus que 2 personnes, ça va dépendre des fonctionnalités techniques de votre outil de visio. Ces participants que vous avez réunis, il y a aussi la manière dont ils vont pouvoir prendre en main le support de travail. Le but en présentiel pour un facilitateur, c'est d'être le plus en retrait possible pour laisser le groupe s'approprier son travail, le manipuler et donc utiliser les supports, etc. par eux-mêmes. Donc, c'est eux qui prennent réellement en main leurs outils physiques de travail. Et quand on est à distance, c'est pas tout à fait la même chose. C'est vous, en tant que facilitateur, qui avez créé l'interface numérique. Et en général, vous avez des droits administrateurs pour surveiller que le tableau il est bien mis en forme, etc. Et les participants, on veut pas qu'ils, par mégarde, ils puissent déformer un tableau qui aurait été fait. Donc, on leur laisse uniquement des fonctionnalités de participation, d'édition secondaire. Donc en général, le facilitateur a une position centrale à chaque fois pour indiquer « allez vous rendre à tel endroit de l'espace que j'ai conçu », etc. Dans un atelier de co-construction, évidemment, le but du truc, c'est que les participants, ils échangent, ils discutent, etc. Et parfois, le déroulé n'est pas exactement celui qu'on avait prévu. Et il y a des suggestions, des questions qui viennent, qui n'étaient pas nécessairement prévues. Alors comment est-ce qu'on fait pour les recueillir ? En général, le meilleur ami du facilitateur en présentiel, c'est ce qu'on appelle le frigo ou le parking, selon certains. C'est une zone physique, un paper, où on vient cumuler des post-it quand il y a des questions qui émergent, et on les stocke là, pour être sûr de ne pas les oublier, mais pour ne pas qu'elles polluent l'esprit des participants, et on les intégrera au moment voulu. Ok. À distance, pour le coup, c'est plus simple. Il y a un truc qui est super facile, ça s'appelle le chat, qui est lié à l'outil de visio en général. Même quand on est juste sur un audio, on peut très bien avoir un chat aussi à côté. Et ce chat, ça va être l'occasion justement de déposer les questions qui émergent. Et le chat master pourra les garder de côté et les injecter au moment qu'il estimera opportun. Qui dit co-construction dit évidemment tout le monde prend la parole et participe à la discussion, à la construction du fond. Et donc comment la prise de parole se fait ? En présentiel, ce qu'on recommande pour qu'il y ait plus de richesse dans les échanges, c'est le mode discussion, ce qu'on appelle le mode popcorn. Quelqu'un a émis une idée, et puis immédiatement, les personnes qui veulent ajouter, compléter quelque chose, prennent la parole à la suite. Et puis éventuellement, après, la première personne pourra reprendre la parole pour émettre une deuxième idée, mais dans un second temps seulement, histoire qu'on ait d'abord éclusé la première idée. Quand on est à distance, dans un premier temps, si un groupe n'est pas très habitué, n'est pas très mature, n'a pas forcément une qualité d'écoute, ou n'est pas habitué à la distance, ou si le facilitateur n'est pas très à l'aise, dans ces cas-là, on recommande très chaudement un mode de protection qui consiste à fonctionner par tour de table. Donc oui, il y a un côté un peu plus formel, moins foisonnant, c'est sûr, mais c'est pour le mieux, je vous garantis, pour garantir un minimum de sécurité et d'efficacité dans le temps collectif à distance. Donc on procède par des tours de table. Et puis rien n'empêche de faire plusieurs petits tours de table sur différentes catégories du sujet, pour ne pas faire un grand tour global où chacun aurait la parole pendant très longtemps par exemple. Dans ces deux modes, présentiel et distanciel, les deux ont des avantages pour le partage des idées. Quand on est en présentiel, le gros avantage, c'est ce qu'on vient de dire sur le mode discussion et le mode popcorn, c'est bien sûr la spontanéité. Quand on est à distance, il y a deux énormes avantages que vous allez pouvoir maximiser. Le premier, c'est le temps de réflexion individuelle qui est facile à mettre en place et on met très facilement les personnes dans une bulle pour qu'elles puissent se concentrer sur leurs idées individuellement avant de les partager au groupe. Et le deuxième gros avantage, c'est le fait qu'on visualise parfaitement ce qui est en train d'être dit, ce qui est en train d'être fait. Car pour s'assurer l'attention de tous, la bonne compréhension, on va utiliser beaucoup de visuels et on va suivre sur des supports de travail, des outils partagés. Et donc, on a tout de suite une visualisation de ce qui est en train de se passer, ce qui aide à nourrir aussi la réflexion et à l'exploiter à la fin d'un atelier. Voilà rapidement dans les grandes lignes ce qu'on pouvait dire des différences, des adaptations qui doivent être faites à distance par rapport au présentiel. Je vous souhaite des bons ateliers!